À l'hôpital, ma belle-mère a dit à l'infirmière, ne la laissez pas tenir le bébé. Elle n'est même pas de la famille. Je suis resté assise en silence, en train de saigner, trembler, seul. Puis un médecin est entré et a dit, en fait, ce bébé ne serait pas là sans elle. Il m'a tendu le certificat de naissance et a dit, lis qu'il a signé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je saignais encore quand elle a prononcé ces mots, tremblant encore des heures de travail, allongée dans ce lit d'hôpital, à demi consciente, les côtes douloureuses et le corps à vif. J'étais à peine capable de m'asseoir, mais j'ai entendu chaque mot. Margot s'est tournée vers l'infirmière et a dit, ne la laissez pas tenir le bébé. Elle ne fait même pas partie de la famille. C'était dit comme ça, froidement, définitivement, comme si j'étais une étrangère. Je suis restée là, assise, silencieuse, figée, humiliée. Je voulais parler, je voulais crier, je voulais me lever et dire, c'est mon bébé. Je lui ai donné naissance. Je l'ai porté pendant 9 mois. Je me suis battue pour elle à travers chaque contraction, chaque complication. Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. Je ne m'étais jamais sentie aussi petite. L'infirmière nous regardait tour à tour, confuse, incertaine. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de décider quoi faire. Je fixais simplement Margot, la mère de mon mari, qui m'avait toujours considéré comme inférieure, moins qu'une épouse, moins qu'une mère. Cette femme qui n'avait jamais voulu de moi dans sa famille essayait maintenant de m'effacer de la vie de ma fille. Et cela fonctionnait. Personne dans cette pièce ne prenait ma défense. Personne ne la corrigeait. Et le bébé, mon bébé, était dans ses bras. J'entendais mon cœur battre la chamade dans mes oreilles. J'ai pensé que je perdais peut-être trop de sang, que j'allais m'évanouir et me réveiller pour découvrir que tout ce cauchemar était terminé. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était que le début. Elle m'a regardé une fois, juste une fois, et a dit, tu auras ton tour plus tard. Comme si je n'étais qu'une visiteuse entrée par hasard depuis la rue, pas une mère, pas la femme de son fils, pas un être humain. Ce moment aurait dû être l'un des plus heureux de ma vie. J'aurais dû bercer ma fille, chuchoter son nom, mémoriser la forme de ses doigts. Au lieu de cela, j'étais effacé, rayé de ma propre histoire. Et puis, juste au moment où je pensais que personne ne parlerait, la porte s'est ouverte. Un médecin est entré, le docteur Henderson. Je l'avais vu pendant les pires moments de mon accouchement. Il était calme, concentré et bienveillant, le genre de personne en qui on a confiance sans même y réfléchir. Il a regardé autour de la pièce, a jeté un coup d'œil sur moi, puis sur Margot. « Que se passe-t-il ici » a-t-il demandé. L'infirmière a essayé d'expliquer, bafouillant, ne sachant pas comment gérer la situation. Puis il s'est tourné vers moi. Sa voix était posée et assurée. En fait, a-t-il dit, ce bébé ne serait pas là sans elle. Il s'est approché et m'a tendu quelque chose. C'était un formulaire, un document légal. Lisez qui a signé l'acte de naissance, a-t-il dit. À cet instant, quelque chose a basculé en moi. Le poids de chaque insulte, de chaque rejet, de chaque fois où j'étais restée silencieuse pour préserver la paix, tout cela a éclaté parce que je n'étais pas invisible. Je n'étais pas insignifiante. J'étais la mère. J'en avais la preuve entre les mains. J'ai regardé Margot. Elle n'a pas dit un mot. Et pour la première fois depuis mon arrivée à l'hôpital, j'ai réalisé que je n'allais laisser personne me prendre ça. Ni mon nom, ni mon bébé, pas une seconde de plus. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pleuré sur le sol de la salle de bain, le test encore à la main. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, ni exactement de joie. C'était le genre de larmes qui viennent quand on réalise que tout est sur le point de changer et qu'on ne sait pas si on est prête. Tyler, mon mari, l'a mieux pris que moi. Il s'est agenouillé près de moi, a embrassé mon front et a chuchoté « On va y arriver ». Et à ce moment-là, je l'ai cru. Je croyais en nous. Nous étions mariés depuis 2 ans, rencontrés à l'université. Il étudiait l'ingénierie, je finissais mon diplôme en éducation de la petite enfance. Il me faisait sentir en sécurité, stable, vu. Et même si sa famille ne m'avait jamais vraiment accueilli, je pensais pouvoir vivre avec ça. Je pensais que l'amour suffirait. Sa mère, Margot, avait clairement affiché ses sentiments dès le début. Elle n'élevait jamais la voix et ne disait rien d'ouvertement cruel. Elle n'en avait pas besoin. Sa désapprobation était silencieuse, constante et écrasante. Quand je parlais, elle regardait son téléphone. Quand je cuisinais, elle n'avait pas faim. À notre mariage, elle a dit aux gens que Tyler avait précipité les choses, que je n'étais pas vraiment son genre, que j'avais eu de la chance.
Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que j'épousais Tyler, pas sa mère. Mais quand je suis tombée enceinte, les choses ont changé. Tyler était excité, et cela a semblé adoucir Margot un instant. Elle a acheté des vêtements de bébé, choisi des noms, souri d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai presque cru que nous devenions enfin une famille. Mais quelque chose en moi savait qu'il fallait rester prudente. Il y avait toujours une ligne que je n'avais pas le droit de franchir, une place que je n'avais pas vraiment méritée à sa table. Ma grossesse n'a pas été facile. À 12 semaines, j'ai été mise au repos forcé pendant 2 semaines à cause de contractions précoces. À 24 semaines, on m'a diagnostiqué une prééclampsie. J'entrais et sortais de l'hôpital, constamment surveillée, toujours inquiète. Tyler essayait d'être présent, mais son travail l'accaparait. Et chaque fois qu'il devait partir, Margot prenait le relais. Pas doucement, pas gentiment. Elle arrivait avec des ordres, des opinions et ce même sourire froid qui me donnait l'impression d'être une étrangère dans ma propre vie. Quand le travail a commencé, c'était 3 semaines trop tôt. Tyler était hors de l'état pour rendre visite à son oncle dont l'état s'était brusquement aggravé. Il devait partir 2 jours, cela s'est transformé en 5. Margot a insisté pour rester avec moi. Elle disait qu'elle ne voulait pas que je sois seule, mais on aurait plutôt dit qu'elle ne voulait pas me laisser sans surveillance. Tyler lui avait donné une procuration médicale temporaire au cas où. C'était censé me protéger, mais elle l'a utilisé pour tout contrôler, la chambre où je restais, le médecin que je voyais, les visites. L'accouchement a été brutal. 18 heures, 2 péridurales ratées. À un moment donné, le rythme cardiaque du bébé a chuté et on a dû me mettre sous oxygène. Je me souviens du masque plaqué sur mon visage et d'une infirmière disant « Nous devrons peut-être prendre une décision bientôt ». J'étais seul dans une pièce pleine de gens, et la seule personne qui me parlait comme si je comptais était une jeune infirmière nommée Angela. Elle a essuyé mon front et a chuchoté « Incroyable ». C'était la première chose gentille qu'on me disait depuis des heures. Finalement, j'ai donné naissance à une petite fille minuscule et parfaite. Je n'ai même pas pu la tenir. Ils l'ont emmenée pour des soins immédiats, et j'étais trop faible pour protester. Je sombrais et émergeais du sommeil, épuisé et vide. Je ne cessais de demander Tyler. Il était encore en route. Quand je me suis finalement réveillé en salle de réveil, Margot était déjà là, tenant le bébé. L'infirmière se tenait maladroitement à côté d'elle, l'air incertain. J'ai tendu les bras et j'ai dit « Est-ce que je peux la prendre ?» Et c'est là que Margot a prononcé les mots qui ont tout figé en moi, « Ne la laissez pas tenir le bébé. Elle ne fait même pas partie de la famille. » Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait être aussi cruel à un tel moment. J'étais sa belle-fille. J'étais la mère de l'enfant qu'elle tenait. J'étais la femme qui avait failli mourir pour mettre ce bébé au monde. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais à nouveau invisible. Mais quelque chose en moi a refusé de se briser cette fois-ci. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'un moment qui allait tout changer. L'infirmière a hésité. Ses mains, encore couvertes de gants en latex, planaient au-dessus du bébé. Elle regardait Margot, puis moi, ne sachant que faire. Je voyais l'incertitude dans ses yeux, la façon dont elle tressaillait face au conflit. Je ne lui en voulais pas. Margot se comportait comme quelqu'un qui s'attendait à l'obéissance, et elle savait exactement comment l'obtenir. « Je suis la grand-mère », a dit Margot. Sa plus proche parente, légalement parlant. Le bébé doit rester avec moi. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. J'ai tendu la main vers le verre d'eau près du lit, et j'ai bu une gorgée tremblante. Mon corps semblait brisé. Ma poitrine brûlait encore à cause du masque à oxygène. Mes bras pesaient 1 tonne, mais il me restait assez de force pour chuchoter « Ma fille ». Margot n'a pas scié. Personne ne dit qu'elle ne l'est pas. Mais Tyler n'est pas là, et vu votre état tout à l'heure, vous n'êtes pas dans votre état normal. Attendons que les médecins vous donnent le feu vert. D'accord ? Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour le bébé. L'infirmière avait l'air paniquée. Elle baissa les yeux sur le dossier dans ses mains, cherchant des réponses qu'elle ne trouverait pas. Elle était jeune, peut-être nouvelle, peut-être pas préparée à la politique d'une famille comme la nôtre. « Puis-je voir une pièce d'identité ?» a demandé l'infirmière. Margot a sorti un dossier de son sac à main. Elle était prête. Document signé, contact d'urgence, la procuration médicale temporaire que Tyler avait approuvée des semaines plus tôt. À l'époque, cela semblait responsable, nécessaire. J'avais même donné mon accord, persuadé que c'était une précaution, pas une arme. Elle a agité les papiers comme un insigne d'autorité. « Nous ne faisons que suivre le protocole », a-t-elle dit calmement.
Elle a besoin de repos. Le bébé a besoin de calme. Ne transformons pas cela en quelque chose d'émotionnel. Mais c'était émotionnel. C'était profondément, douloureusement émotionnel. Je venais de traverser 18 heures de travail. J'avais accouché sans mari à mes côtés, sans famille pour me tenir la main, juste des machines, de la douleur et des étrangers essayant de nous garder en vie toutes les deux. Et maintenant, après tout cela, les premiers bras à tenir mon enfant n'étaient pas les miens. C'étaient les siens. J'entendais les pleurs étouffés d'Eleliana contre l'épaule de Margot. J'avais l'impression qu'on m'avait pris un morceau de moi-même. Pas juste pris, volé. J'ai réessayé, s'il vous plaît, juste une minute. J'ai besoin de la tenir. Margot a serré le bébé plus fort et s'est légèrement détournée, protégeant Eleliana comme si j'étais une menace. Ne faisons pas ça maintenant, a-t-elle dit. Tu es bouleversé. Tu as besoin de récupérer. La dernière chose dont tu as besoin, c'est de plus de stress. Elle ne parlait pas fort. Elle ne criait pas. Son ton était prudent, mesuré et dangereux. C'était le genre de voix utilisée par les gens qui manipulent tout en prétendant se soucier des autres. Et le pire, c'est que je savais qu'elle croyait avoir raison. L'infirmière a reculé d'un pas. Je devrais peut-être vérifier avec le médecin traitant. Pas besoin, a dit Margot, la voix ferme. Tout est couvert. Je vais m'occuper d'elle. Je sentais mon corps trembler, pas seulement à cause de l'accouchement, pas seulement à cause de la perte de sang, mais à cause de quelque chose de plus profond. La rage et le chagrin cohabitaient en moi. Je ne m'étais jamais sentie aussi impuissante, aussi effacée. La pièce devenait floue autour de moi. Mon cœur battait fort dans mes oreilles. Tout ce que je pouvais penser, c'était « c'est comme ça que ça arrive ». C'est comme ça que les gens sont rayés de leur propre vie. Une signature, une supposition, une personne trop faible pour parler. Je voulais crier, mais au lieu de cela, je me suis rallongé, fixant les dalles du plafond pendant que Margot gazouillait devant mon bébé comme si elle en avait tous les droits. Je pouvais l'entendre prononcer le nom d'Eleliana, le testant, l'essayant. Elle n'avait même pas aimé ce prénom quand je l'avais choisi, disant qu'il était trop dramatique. Mais maintenant, elle le disait comme s'il lui appartenait. Mon corps était peut-être trop faible pour se battre, mais mon esprit était en feu. Je savais que si quelqu'un n'intervenait pas bientôt, je risquais de perdre ce moment à jamais. La première heure, le premier lien, la première reconnaissance entre mère et enfant, et personne dans cette pièce ne se levait pour moi, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. La porte s'est ouverte avec un léger bruissement et le docteur Cam Henderson est entré dans la pièce. Il n'était pas bruyant. Il n'en avait pas besoin. Sa présence remplissait l'espace. Calme, concentré, le genre de médecin qui fait que les gens se tiennent plus droit quand il entre. Il avait été là pendant la partie la plus effrayante de mon travail, quand le rythme cardiaque du bébé avait chuté et que la panique menaçait de prendre le dessus. Je me souvenais de sa voix dans le chaos, stable, claire, tranchant à travers tout. Maintenant, il s'arrêtait juste à l'intérieur de la pièce, ses yeux passant de Margot, qui tenait toujours ma fille, à moi, allongée faible dans le lit d'hôpital, silencieuse et stupéfaite. « Que se passe-t-il ici » a-t-il demandé. Son ton n'était pas sec, mais assez ferme pour commander l'attention. L'infirmière, Angela, s'est avancée, la voix hésitante. Il y a eu un peu de confusion, a-t-elle dit. La patiente, Céline, a demandé à tenir le bébé, mais sa belle-mère est actuellement listée comme contact médical temporaire. Elle nous a demandé de ne pas autoriser le contact jusqu'à nouvel ordre. C'est la mère, ajouta rapidement Angela en me désignant, mais avec les papiers, je ne savais pas trop quoi faire. Le docteur Henderson a hoché lentement la tête et s'est tourné vers Margot. « Empêchez-vous la mère de voir son nouveau-né » Margot s'est redressée, son expression difficile à lire. « Mon fils a dû quitter la ville inopinément. Il m'a laissé responsable car il y avait des complications et la santé de Selena était instable. Elle était fortement médicamentée pendant l'accouchement et nous voulons juste ce qu'il y a de plus sûr pour l'enfant. » Il m'a regardé. « Selena, comment vous sentez-vous » J'ai lutté pour m'asseoir plus droit, ignorant la douleur qui me traversait le flanc. Je suis épuisé, mais je veux tenir ma fille. S'il vous plaît, je ne l'ai pas tenue une seule fois depuis sa naissance. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Pas juste le bébé, pas elle. J'ai dit, ma fille. C'est sorti clair et net. La vérité sonne toujours plus fort quand elle a été enfouie trop longtemps. Le docteur Henderson n'a pas scié. Il a traversé la pièce et a ouvert un dossier qu'il avait coincé sous son bras. « Céline » a-t-il dit en feuilletant les pages. « Vous souvenez-vous avoir signé le consentement pour la procédure d'urgence pendant le travail »
Oui, vous avez décidé de la transfusion fœtale quand nous avons détecté la détresse. Oui, vous avez approuvé la perfusion d'ocytocine et nous avez donné l'autorisation pour une intervention chirurgicale si cela devenait nécessaire. Oui, j'étais consciente tout le temps. Il a refermé le dossier et a regardé l'infirmière. Tout cela était valide et contraignant. Elle était alerte, compétente et identifiée comme la mère légale. Il n'y a aucune raison médicale de la priver de son enfant. Margot a ouvert la bouche, mais il ne lui en a pas laissé l'occasion. Il a de nouveau plongé la main dans le dossier et en a sorti une nouvelle feuille. « Céline, a-t-il dit, voici l'acte de naissance de votre fille. Il vient de revenir des archives. Vous voulez lire qu'il a signé ?» Il s'est approché et l'a posé doucement sur mes genoux. J'ai baissé les yeux. Mon nom était juste là, à l'encre noire. Selena Rivera, mère. Les larmes me sont montées aux yeux avant que je puisse les arrêter. Pas parce que j'étais triste, pas parce que j'étais brisée, mais parce que c'était la première fois depuis l'accouchement que je me sentais vue. Je me sentais réelle. J'avais l'impression de compter à nouveau. Le docteur Henderson s'est tourné vers Angela. « Pourriez-vous s'il vous plaît placer le bébé avec sa mère ?» Angela n'a pas hésité. Elle s'est avancée vers Margot, qui serrait l'enfant plus fort. « Je vais devoir la prendre maintenant, » a dit Angela doucement. « Ordre du médecin. » Margot est restée figée un instant, puis a passé à contre-cœur Eleliana dans les bras d'Angela. Pas de colère, pas de dernier mot, juste une capitulation silencieuse. Lorsque l'infirmière a placé Eleliana dans mes bras, j'ai senti le monde basculer. Son corps était si petit, sa peau chaude, son odeur inconnue mais déjà inoubliable. Sa petite main reposait contre ma poitrine, juste sur mon cœur. Elle a cligné des yeux vers moi, sa bouche tressaillant dans un mouvement doux et endormi, comme si elle me reconnaissait. Le docteur Henderson se tenait près de la porte et observait. Puis il m'a fait un petit signe de tête. « Je suis désolé que personne ne vous ait défendu plus tôt, » a-t-il dit. Je l'ai regardé, tenant ma fille comme si elle était la seule chose qui me maintenait debout. « Merci, ai-je chuchoté. Car il m'avait donné plus qu'un document. Il m'avait rendu ma place, ma voix, ma maternité. Eleliana s'est installée contre ma poitrine comme si elle avait toujours eu sa place là. Ses petits doigts se sont recroquevillés instinctivement contre ma blouse d'hôpital, sa peau chaude et incroyablement douce. Sa respiration était légère et rythmique, et quand elle a bougé légèrement, j'ai senti son cœur battre contre le mien, un accord parfait, comme si mon corps se souvenait encore de son son de l'intérieur. Margot n'a rien dit. Elle se tenait rigide près du coin de la pièce, les bras croisés, les yeux rivés au sol. Son expression n'était plus colérique. Elle était vide. Elle avait perdu son emprise sur le moment, pour la première fois depuis que je la connaissais, elle ne savait pas quoi dire. Angela est restée à côté de moi, ajustant doucement la couverture du bébé. Elle m'a offert un sourire doux et a touché mon bras en signe de solidarité silencieuse. Le docteur Henderson était toujours près de l'entrée, feuilletant à nouveau son dossier, revérifiant l'acte de naissance et les dossiers médicaux, s'assurant que tout était en ordre. « Céline, a-t-il dit après un moment, si vous le souhaitez, nous pouvons placer une note dans le dossier restreignant l'accès non parental à la chambre du bébé. C'est votre décision maintenant. » J'ai hoché la tête, non par vengeance, mais parce que j'avais appris une dure vérité au cours de ces dernières heures, le silence n'est pas une protection, c'est une permission, et je n'allais plus me taire. « Oui, ai-je dit. S'il vous plaît, faites cette note. » Il a hoché la tête avec satisfaction et a pris une note sur son porte-bloc. Puis il a levé les yeux vers Margot. « Vous devrez vérifier à l'accueil avant de revenir. Tout accès futur devra être validé par la mère. » La mère, pas la patiente, pas l'épouse, pas la belle-fille. La mère. La bouche de Margot s'est serrée, mais elle n'a pas objecté. Elle s'est simplement retournée, a marché jusqu'à la porte et est partie sans un mot de plus. Pendant un moment, la pièce est restée immobile. Le calme était différent maintenant. Il ne semblait pas oppressant. Il semblait paisible. Angela s'est éclairci la gorge. « Voulez-vous un peu d'intimité ? Je peux tirer le rideau. » J'ai regardé le visage d'Eleliana. Elle dormait déjà, complètement inconsciente de la guerre qui venait d'être menée autour d'elle. « Oui, merci, ai-je dit. » Angela a tiré le rideau et tamisé les lumières. Puis elle nous a laissés seuls pour la première fois depuis la naissance d'Eleliana. Je l'ai regardée, mémorisant chaque détail, ses cils délicats, son petit nez, ses lèvres pleines. J'ai tracé le contour de sa joue avec le dos de mon doigt. Elle a remué légèrement, puis s'est rendormie. « Je suis ta maman », ai-je chuchoté. « Personne ne pourra changer ça. »
Des larmes ont coulé sur mes joues, mais je ne les ai pas essuyées. Je les ai laissées tomber. Elles ne venaient pas de la douleur. C'était une libération. Un soulagement. Le poids que je portais depuis 2 ans, essayant de gagner une place dans une famille qui n'avait jamais voulu de moi, avait disparu. Je n'aurais jamais dû avoir à me battre aussi fort juste pour tenir mon propre enfant. Mais en le faisant, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas. J'ai trouvé la partie de moi-même que j'avais eue pour maintenir la paix. La partie qui savait ce que je méritais et qui n'avait plus peur de le revendiquer. Plus tard, Tyler est arrivé. Il est entré précipitamment dans la chambre, les yeux pleins de panique, jusqu'à ce qu'il me voie tenir Eleliana. « Je suis tellement désolé », a-t-il dit en s'agenouillant à mon chevet. Je n'avais aucune idée que ma mère ferait ça. Je pensais qu'elle aidait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardée et j'ai dit, elle a essayé de me prendre notre fille. Ce n'est pas de l'aide. C'est du contrôle. Il a hoché la tête lentement, la culpabilité dans les yeux. Ça n'arrivera plus. Je vais arranger ça. Non, ai-je dit doucement. Nous allons arranger ça, mais pas pour elle, pour nous. Pour Eleliana. Il a pris ma main libre et l'a embrassée. Puis il s'est penché et a touché la tête de sa fille pour la première fois. Elle est parfaite, a-t-il chuchoté. Oui, ai-je dit. Elle l'est. À ce moment-là, nous n'étions pas seulement mari et femme. Nous étions parents, partenaires, protecteurs. Et alors que je tenais ma fille dans cette chambre d'hôpital silencieuse, je savais que ce n'était que le début. Elle grandirait en sachant que sa mère n'a jamais reculé, que sa mère s'est battue pour elle avant même qu'elle ne prenne sa première respiration, qu'elle était aimée, choisie et protégée. Peu importe qui essayait de réécrire l'histoire. 3 semaines après avoir ramené Eleliana à la maison, je me tenais au bord de son berceau, la regardant simplement dormir. La chambre était calme, éclairée seulement par la douce lueur de la veilleuse. Elle avait un bras jeté en travers de son visage comme si elle bloquait le monde extérieur. Tyler dormait dans la pièce voisine. Il avait pris le quart de nuit la veille et m'avait laissé un mot sur le frigo qui disait simplement « Tu es plus forte que tu ne le crois ». Ce matin-là à l'hôpital avait tout changé. Pas seulement parce que Margot avait essayé de prendre le contrôle, pas seulement parce que le docteur Henderson était intervenu. Cela a tout changé parce que cela m'a forcé à voir exactement combien de moi-même j'avais été prête à céder au nom de la paix. J'avais passé des années à me faire toute petite, laissant passer les choses, riant des commentaires, hochant la tête face au regard froid, croyant que si je restais douce, je finirais par être acceptée. Mais la maternité ne laisse pas de place pour se faire petite. Elle exige de la force. Pas celle qui crie ou claque les portes, mais celle qui dit « ça suffit » et qui le pense vraiment. Tyler et moi avons eu une longue conversation quand nous sommes rentrés. Nous nous sommes assis sur le canapé après avoir couché Eleliana pour sa sieste. Et je lui ai tout dit, pas seulement ce qui s'était passé à l'hôpital, mais ce que cela faisait d'être effacé. À quel point la grossesse avait été solitaire. À quel point cela faisait mal d'être traité comme une invitée dans ma propre vie. Il n'a pas défendu sa mère. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a écouté. Et quand j'ai eu fini, il a dit, ce ne sera plus comme ça désormais. Nous avons établi des limites ensemble, de vraies limites. Margot ne viendrait pas sans notre consentement à tous les deux. Elle ne prendrait pas de décision médicale. Elle ne serait pas dans la pièce à moins d'y être invitée. Il l'a appelée ce soir-là. Je n'ai pas écouté l'appel, mais j'ai vu à quel point ses épaules étaient lourdes quand il a raccroché. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle était choquée et contrariée, mais il a maintenu ce que nous avions convenu. Cela signifiait plus que tout. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la paix. Pas celle où l'on reste silencieux pour éviter une bagarre. Celle où l'on n'a plus besoin de mériter sa place à sa propre table. Eleliana ne sait rien de tout cela pour l'instant. Elle ne sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôpital ni à quel point j'ai failli manquer le premier moment que nous avons partagé. Mais un jour, elle le saura. Je lui dirai la vérité. Pas pour lui faire choisir un camp, mais pour lui montrer ce que signifie tenir bon quand tout semble être contre vous. Elle saura qu'être mère ne consiste pas à être parfaite. C'est une question de présence. C'est protéger le lien sacré entre vous et votre enfant. Même quand personne d'autre ne le comprend, même quand quelqu'un essaie de le réécrire, elle saura que son nom a été chuchoté par moi avant même d'être imprimé sur un acte de naissance. Que je l'aimais quand elle n'était qu'un battement de cœur. Que je l'ai porté non seulement dans mon corps, mais dans chaque peur, chaque espoir et chaque prière de fin de soirée que je chuchotais seul. L'acte de naissance est accroché dans un cadre au-dessus de son lit. Maintenant, non pas parce que j'ai besoin d'une preuve de qui je suis,
mais parce que je veux qu'elle grandisse en le voyant. Je veux qu'elle grandisse en sachant que son histoire a commencé par un combat et que sa mère n'a jamais abandonné. J'ai arrêté d'essayer de faire mes preuves auprès de gens qui refusaient de me voir. J'ai arrêté de me faire plus petite pour entrer dans des espaces où je n'ai pas ma place. J'appartiens ici avec elle, avec la vie que j'ai construite, avec le nom que j'ai signé sur ce formulaire. Les mains tremblantes, le cœur battant, mais complètement sûr de moi. Parfois, la force ressemble à des cris. Parfois, elle ressemble à un seul mot prononcé avec tout ce qu'il vous reste. Le mien, mon bébé, mon nom, mon histoire. Et cette fois, personne d'autre ne la racontera à ma place. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti rejeté, non écouté ou sous-estimé, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce qui m'est arrivé dans cet hôpital n'était pas seulement une question d'un moment. C'était une question de réappropriation de qui je suis et de refus d'être effacé. Si vous avez déjà dû vous battre pour votre place, je vous vois. Et j'espère que vous avez trouvé de la force dans cette histoire, tout comme j'ai trouvé de la force en la vivant. Si vous avez ressenti quelque chose en regardant, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie vous a le plus touché. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez plus d'histoires vraies qui parlent avec le cœur, appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer la prochaine. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci de croire que chaque voix compte. Je suis Céline et c'était mon histoire.